Donc on va passer à la seconde communication qui va se passer en Zoom de Ayo, de notre ami Ayo, qui va parler de la réhabilitation en ambulatoire. Dans un laboratoire qui s'intéresse à l'activité physique, à la réhabilitation. Alors, dans cette présentation, on va parler de pratiques de réhabilitation respiratoire. Donc, je voulais juste vous dire que je suis engagé dans le domaine de la télé-réadaptation, de la télé-réhabilitation à travers et la télémédecine. Et donc, forcément, ce que je veux vous dire a aussi une connotation de ce que je fais régulièrement, dont je parlerai très rapidement. Alors, j'ai remis ici la définition de la réhabilitation, non pas pour revenir dessus, mais peut-être juste pour revenir sur certains aspects qui sont importants. Alors, d'abord, la première chose, c'est que on va parler désormais de réadaptation, c'est la terminologie francophone que le groupe Alvéole souhaite développer. Alors, c'est une approche pluridisciplinaire. Elle est bien sûr individualisée, avec les besoins du patient au premier plan, et puis ça intègre, vous le savez, le réentraînement à l'effort, l'éducation thérapeutique et les changements de comportement. Et ceci doit être intégré à long terme pour essayer de promouvoir des comportements favorables à la santé. Alors cette définition, elle montre que finalement la réhabilitation, la réadaptation respiratoire doit avoir plusieurs dimensions. En fait, ce qu'on constate à travers les données que nous avons, alors vous voyez ce fameux entonnoir qui est connu depuis des années maintenant, depuis une dizaine d'années, où on sait que pour les patients, là on va se centrer sur la BPCO, éligibles pour un programme de réhabilitation, seuls 10%, là nous sommes au Canada, ont accès à un programme, 1% parmi ceux-là vont réaliser ce programme, et vous avez à peu près 70% de ceux qui font le programme qui vont le finir. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose qu'on connaissait et qui a finalement poussé les groupes de recherche, les groupes d'influence finalement, de donner des propositions. C'est l'ATS et le RS, l'American Thoracic Society et l'European Respiratory Society, qui ont proposé finalement de développer, d'inventer de nouveaux modèles de réhabilitation respiratoire. Et ils ont proposé, ça c'était il y a 5 ans, en 2015, l'idée d'intégrer de la télésanté pour proposer des programmes. En effet, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on est à moins de 5% des patients éligibles, encore récemment, qui accèdent à des programmes. Donc on voit bien qu'il faut inventer quelque chose, qu'il faut proposer des choses nouvelles. Ces choses nouvelles, en fait, elles ne sont pas si nouvelles que ça. La télé-réhabilitation, on peut qualifier de télé-réadaptation si on veut rester dans les termes, eh bien, elle est développée depuis plusieurs années au sein de sociétés savantes, par exemple l'American Telemedicine Association, qui donne une définition. Parce qu'il y a un groupe d'intérêt spécifique, c'est une pratique qui met en action des professionnels du soin, des professionnels de la santé, des professionnels des technologies, et qui utilisent cette technologie de l'information de la communication, les TIC, pour améliorer, pour offrir des services à distance. Et donc, les contenus de télé-réhabilitation, en fait, dans le milieu respiratoire, on avait peu de recul, on avait peu de pratiques, alors que dans certains domaines, sur l'évaluation, le suivi, la prévention, la supervision d'activité et l'éducation thérapeutique étaient déjà en place. Et vous voyez qu'en 2017, on avait déjà dans l'International Journal of Telerehabilitation des propositions de pratiques. Or, dans le monde respiratoire, on n'avait pas cette pratique pendant longtemps, et là on a évidemment des questions qui se posent, et d'autant plus qu'on peut avoir des interventions à distance de type consultation, donc téléconsultation. Donc la télésanté et la télémédecine avaient leur place depuis un moment. Mais dans les maladies respiratoires, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années,
on va avoir plusieurs types d'études. Et je commencerai par donner quelques exemples d'études pilotes en téléréadaptation qui ont lieu dans la BPCO, puis on viendra après sur ce que l'on sait aujourd'hui des études qui ont été menées, mais plutôt randomisées, contrôlées, donc des études plus complètes. Alors, ce qu'il faut préciser ici, c'est que on est dans une réflexion aujourd'hui, et depuis que les études ont commencé, entre quelque chose qu'on pourrait qualifier de télétraining, c'est-à-dire de l'activité physique à distance, en face à face, et c'est ce qui se passe ici, sur cet exemple de l'équipe de Kitaka et collaborateurs. Si on va en bas à droite, l'équipe d'Hélène Demeyer et de Thierry Truster ont proposé quelque chose qu'on pourrait appeler du télécoaching, c'est-à-dire le patient a une application avec un nombre de pas donné par l'application et le smartphone, et puis finalement, il a un conseil toutes les semaines, en lui donnant un conseil d'augmenter son nombre de pas si c'est possible, s'il a amélioré depuis la semaine précédente. Et puis, il y avait l'idée, et ça c'est Guy Paré à Montréal qui est très impliqué là-dedans, non pas en réhabilitation mais sur l'approche globale, c'est de faire intervenir ce que l'on va qualifier les gestionnaires de cas, de care manager ou case manager, et qui sont en relation avec le patient, avec des professionnels de santé. Ça c'est pour les maladies chroniques, ça n'est pas de la téléréhabilitation, mais c'est quelque chose sur lequel, c'est un modèle auquel il a fallu réfléchir et qui semble aujourd'hui un bon modèle. Alors, comme vous le voyez, l'équipe de Michele et Kitaka a proposé une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité montre qu'on peut réaliser avec un professionnel en activité physique et un patient chez lui, avec un ensemble technologique qui permet d'avoir un échange en visio, et le patient a un dispositif chez lui dans son domicile, et on voit qu'il y a une supervision de loin d'autres patients. Et puis, cette étude était pilote, c'était juste pour voir si c'était faisable et si c'était sécuritaire, eh bien, ça a été vérifié. De la même façon, l'équipe de Michel Cousignan à Sherbrooke a étudié avec ses collaborateurs la possibilité de faire de la téléréhabilitation, c'est-à-dire de l'activité physique. Alors là aussi, c'était en face à face. On pourrait qualifier ça de télétraining finalement, parce que le patient est chez lui. Il a un dispositif qui permet d'avoir une relation directe avec un soignant, et le soignant peut voir le patient avec un échange sécurisé, en l'occurrence. Et donc, ça demande un travail en face à face, avec la limite que ça a, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un professionnel en face du patient. Et en fait, ce que cette équipe a montré en 2015, c'est que la téléréhabilitation est faisable. Ils ont qualifié ça de pratique, mais ils ont un regard un peu critique aujourd'hui en disant qu'on ne peut pas déployer comme ça un programme pour chaque patient, parce que ça ne sera pas possible avec les maladies chroniques respiratoires, mais techniquement c'est faisable, cliniquement c'est faisable, donc on peut proposer une pratique à distance, et vous voyez, c'était des études là également pilotes. Enfin, j'ai choisi de vous présenter cette étude. Alors, les images sont un peu grises, elles ne sont pas très attractives dans cette publication, mais Zanaboni et collaborateurs ont proposé une étude pilote sur une dizaine de patients, des PCO, qu'ils ont suivis pendant 2 ans. Cette étude a montré qu'il était possible de suivre des patients, et la courbe ici en bleu, alors vous voyez, le patient a un tapis roulant chez lui, il a une connexion, et il peut avoir un entretien avec un soignant. Et donc, le groupe en bleu, ici, améliore la distance de marche par rapport à des données de la littérature. Donc, cette étude n'était pas une étude contrôlée, randomisée, mais c'était simplement une étude observationnelle. Et ils ont pu maintenir avec une bonne satisfaction des patients. Et puis, on arrive à des essais un petit peu plus complets, qui se sont menés d'une certaine façon, de façon parallèle. Donc, il y a eu des essais randomisés, et certains étaient randomisés, d'autres simplement contrôlés, c'est-à-dire que dans les 2 cas, il y a un groupe contrôle, mais dans les essais randomisés, ils sont tirés au sort. Alors, ce qu'il faut dire sur ces essais randomisés et contrôlés, c'est que, et sur ces études pilotes, c'est que quand il y a une publication, il faut vraiment en avoir conscience, c'est que le travail a commencé des années avant, parce que la partie technologique est un vrai sujet,
elle n'était pas pendant des années vraiment disponible. Il y a eu des versions différentes sur le plan technologique. Aujourd'hui, certes, on a la facilité, et aujourd'hui c'est un exemple, donc on peut se parler facilement à distance, on a des facilités à réaliser ce type d'approche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en début 2021, il y a eu une revue systématique qui a été proposée, et donc sur le sujet qui nous intéresse, et finalement la question que vous posez est tout à fait d'actualité. On a passé des études pilotes, il y a eu un certain nombre d'études contrôlées avec une méthodologie de référence, et donc c'est la Cochrane, vous savez, c'est la revue systématique de très haute qualité, qui a étudié la téléréhabilitation dans les maladies chroniques. Et donc l'objectif de cette Cochrane, c'est comme ses collaborateurs qui l'ont mené, publié en janvier 2021, c'était de faire une revue systématique sur l'efficacité et la sécurité de la téléréadaptation dans les maladies respiratoires chroniques. Ce qu'ils ont retenu comme étude, c'était des essais randomisés contrôlés, donc le classique, je dirais. Et puis, ils ont aussi cherché des essais contrôlés, parce qu'il n'y avait pas tant d'études que ça. Leur étude intégrée de la téléréadaptation, qui était une des pratiques, il y avait des sujets contrôle, bien sûr, qu'il y avait d'autres pratiques qui pouvaient soit faire suivre une réadaptation dans un centre, ou soit suivre à domicile un traitement habituel, le suivi habituel. Et ce qu'ils ont retenu, et ça c'est intéressant, mais il faut vraiment dire quelques mots, c'est que dans ces études, ils ont cherché des études où il y avait du rentraînement à l'effort qui était inclus dans le programme. Et ça veut dire que finalement, ils ont cherché à savoir si la téléréhabilitation faite dans les mêmes conditions que la réhabilitation classique, la réhabilitation dans un centre, en ambulatoire, en hospitalisation, dans une clinique, était équivalente. Alors ce qu'ils ont trouvé, c'est 15 études, avec 32 publications en communication, des communications dans des congrès par exemple, et parmi ces 15 études, il y avait 3 essais contrôlés non randomisés. Alors, c'est très peu, 15 études. Vous imaginez le nombre d'études. Vous pouvez faire la comparaison avec des études sur la réhabilitation, tout simplement dans la BPCO, c'est extrêmement faible. Le nombre de patients au total, il est de l'ordre de 1900. Et en plus, chaque étude, puisqu'il y avait des études, parmi ces études, il y avait des études qui avaient leur propre approche, ont proposé des modèles d'organisation technologiques qui étaient différents. Donc des modèles différents sur peu d'études avec un nombre de patients finalement limité. Et puis quand on regarde, c'est quasiment que des patients de BPCO. Donc on n'a pas de recul dans la littérature, selon ces auteurs, et je crois que c'est tout à fait vrai, on n'a pas suffisamment de recul pour apporter des éléments incontournables. Mais ils ont quand même fait un travail que je trouve intéressant et qu'on a repris dans une revue qui devrait sortir dans pas longtemps. Eh bien, voilà, sur un certain nombre de paramètres, les classiques, la dyspnée, la tolérance à l'effort ou la distance de marche de 6 minutes, la qualité de vie, l'activité physique, la participation aux séances et la sécurité. Eh bien, ils ont fait 2 comparaisons qui sont intéressantes, et ils sont allés même un peu plus loin, mais j'ai résumé ça dans un tableau. La première chose, c'est qu'ils ont comparé les études où il y avait téléréadaptation respiratoire et chez des patients qui faisaient de la réadaptation en centre. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les mêmes modalités de réadaptation. Les uns étaient à distance, les autres étaient en centre, et c'était de la mise en... C'était une réadaptation de novo, si vous voulez, les patients débutés par le programme de téléréadaptation ou de réadaptation. Et puis ils ont comparé également la téléréadaptation respiratoire par rapport à la prise en charge habituelle. C'est-à-dire que dans les études, c'était soit la comparaison à la prise en charge habituelle ou exactement les mêmes modalités, dont une était à distance. Et alors ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que, alors ça peut paraître un peu décevant si on est intéressé par le sujet, mais sur la dyspnée, le test de marche à qualité de vie, on voit que si on fait le programme et on le débute, par exemple, on le maintient dans un centre ou à distance, on a peu de différence. Ce qui veut dire qu'on peut débuter, on peut maintenir un programme de réadaptation avec les moyens de téléréadaptation, mais
on n'aura pas mieux, mais on n'aura pas moins bien. Voilà. Alors, ça c'est le point de vue. Et puis, lorsqu'on compare la téléréadaptation à un suivi habituel, donc sans réadaptation, alors il faut être clair, c'est en faveur, dans certaines études, de la téléréadaptation, par rapport à ne rien faire dans le programme, mais il y a des données contradictoires et inconsistantes. Donc il y a encore besoin de comprendre les choses. Ce qu'ils ont vu également relever, c'est que la participation des patients était plus importante lorsque c'était en téléréadaptation que lorsque c'était en centre. Pourquoi? Probablement parce qu'il faut que le patient se déplace, vienne sur place. Et finalement, dans ces études-là. Mais ça, c'est un constat. Et puis, chose très importante et très intéressante, il n'y a pas eu d'événements de sécurité, d'événements indésirables rapportés dans les études. Voilà, il n'y en a pas eu, donc ça c'est quelque chose. Mais attention, le nombre d'études est limité, on l'a dit, et en plus, dans chaque étude, il y a relativement peu d'items. Mais vous savez que dans une revue systématique, on veut faire des analyses statistiques, mais il n'y avait pas beaucoup de patients, donc les données sont un petit peu encore à discuter, et à approfondir, et à travailler. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que 20 à 30% des patients éligibles, lorsqu'on regarde les diagrammes des flux, c'est-à-dire qu'on regarde comment les patients étaient inclus, eh bien, avaient accès à ce programme parce que les autres ne le souhaitaient pas. Alors, c'est très classique dans les études de recherche clinique qu'un pourcentage de patients important, donc ça veut dire 70%, ne souhaitent pas faire l'étude dans cette modalité. Donc, on ne sait pas encore quelle est l'acceptabilité des patients. Alors, ce que je vous ai mis ici pour illustrer, c'est des solutions, des modalités qui ont été abordées. J'ai repris quelques éléments, et c'est l'équipe de Salissing au Royaume-Uni qui a d'abord travaillé sur l'incidence cardiaque. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une plateforme web avec un smartphone, et puis le patient avait des conseils nutritionnels, de l'activité physique et aussi de l'éducation thérapeutique. Très intéressant. Ils ont la même équipe, en tout cas, il y avait des cardiologues ici, puisque c'était de la réhabilitation cardiaque. La même équipe a fait la même chose, ils ont appelé ça Spaces for COPD, dans la BPCO. De la même façon, ils ont fait une plateforme interactive avec des données auxquelles le patient pouvait accéder, des évaluations, des questionnaires. Donc c'était un programme qui intégrait un accompagnement à l'activité physique, et donc ils ont comparé selon une modalité que j'ai présentée précédemment. Alors le problème ici, c'est que quand on regarde dans la littérature, dans le commerce, si on peut dire, qu'est-ce qui est disponible? Eh bien, ces solutions ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça a été conçu par les équipes, mais c'est pas encore sorti. Alors, ça pose la question de la faisabilité. C'est une étude de 2017. Si on veut que ce soit faisable, il faut bien sûr dépasser les questions technologiques et la sécurité. Il semble que ce ne soit pas un sujet de sécurité pour le patient, donc ça, et pour le professionnel, c'est très important. Et puis, ça atteint des objectifs similaires si on fait les choses équivalentes. Par contre, peu d'études, peu de patients, et en plus des modèles différents. Donc, il va falloir qu'on poursuive le travail pour trouver la meilleure modalité. Faut-il refaire la même chose dans un centre ou dans un programme spécialisé ou en ambulatoire? Faut-il aider le patient à adopter des comportements à long terme, parce qu'on a des modalités nouvelles? Nous, par exemple, on va mettre une montre connectée, et puis ça va être une façon de suivre des patients à distance avec une évaluation et un feedback vers les patients. Et puis, bon, les questions sont nombreuses. Les autres pathologies respiratoires, combien de temps maintenir cette phase initiale de téléréadaptation? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des exacerbations? Comment vit le patient cette expérience? Est-ce qu'il peut maintenir pendant longtemps? Est-ce qu'il est intéressé, ce patient? Il y a des éléments positifs, mais on a encore peu d'éléments. Est-ce que c'est efficace? Et quel est le coût? Est-ce que c'est tenable? Et comment payer cette prise en charge-là à cet accompagnement? Et c'est toutes les questions auxquelles nous chercherons à répondre ensemble dans les prochaines années. Et je vous remercie pour votre attention, avec en particulier le petit Rocky qui est notre assistant électronique dans notre solution et qui nous accompagne pour
pour accompagner aussi les patients à distance. J'ai mis ici mon adresse électronique. Si certains d'entre vous ont des questions, sont intéressés, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Ayou pour votre présentation. Et vous êtes dans les temps parfaitement et vous avez commencé 3 minutes en retard, donc nous avons 8 minutes pour les questions. Oui, c'est Zoé. L'intelligence artificielle couplée à cela pourrait remplacer l'être humain. Je vais juste remettre. Alors, sur les objets connectés, j'ai entendu la deuxième question. Est-ce que l'intelligence artificielle couplée à cela permet d'éviter un peu la présence d'un personnel de la santé? Alors, merci pour ces questions. On va donner aux patients des objets, c'est-à-dire des élastiques, où on va lui proposer un kit, il n'est pas connecté, voilà. On peut connecter un vélo ou un tapis roulant, clairement. On peut connecter aussi, vous voyez ici, on a une montre connectée, un tensiomètre, voilà. Donc, on peut connecter ces objets-là. La question, et c'est vraiment là-dessus aussi qu'il faut, c'est de se dire à quoi vont servir ces objets connectés. Ces objets connectés, ils vont servir à motiver le patient. Voilà. Moi, je crois que si on veut faire des séances complètes, donc c'est vrai que d'avoir un professionnel et de faire des séances d'activité en groupe, ça peut être intéressant, chacun chez lui, mais avec un coach, si vous voulez, avec un professionnel de physique adapté, c'est très bien. Mais si on veut le maintenir à distance, il faudra faire attention de ne pas gadgetiser le tout. Sinon, les patients ils vont mettre les montres dans leur placard, dans leur tiroir. Mais en tout cas, oui, il y a une place pour les objets connectés. Pour l'intelligence artificielle, je dirais, nous, on a une première expérience dans l'obésité, c'est un article dont je n'ai pas parlé, mais c'est une maladie respiratoire, qui va sortir là sous peu. On a une première expérience avec une première solution, mais on n'avait pas mis de care manager. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a besoin de ce lien humain. Donc, la téléréadaptation va rester une modalité humaine qui s'enrichit des objets. Là, du nombre de pas, en fonction de l'environnement, de l'état du patient, des réponses au questionnaire. Alors ça sera intéressant. Voilà. Donc je pense qu'il y a de la place, mais attention, gardons l'humain au centre et utilisant la technologie à bon escient. Mais je crois qu'avec ça, avec de beaux outils, on aura des choses intéressantes. Voilà ce que je vais dire à cette question qui est tout à fait pertinente.